aimless in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Yeah, to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. my whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Autrement dit, s'il y a un petit défaut de charge partielle sur l'hydrogène, c'est négative, c'est comme si il y avait donc cette fois un excès de charge positive. En termes de notation, voilà ce qu'on va mettre. On va mettre un petit delta. Le delta, c'est la lettre grecque, hein, c'est un D minuscule, petit moins. Donc textuellement, ça veut dire qu'il y a une fraction de charge localement négative, hein, pardon. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the kid made the bag. The gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the kid made the bag. The gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the kid made the bag. The gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the kid made the bag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the kid made the bag. The gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the kid made the bag. The gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the kid made the bag.
atome à attirer vers lui les électrons de la liaison. Hein. Donc n'oubliez pas qu'il a fait donc lui son prix Nobel de chimie, donc c'était pour ses travaux sur la liaison chimique. Et finalement, ce qu'il va faire, il va associer des valeurs relatives à chacun. Le sodium va avoir un dé
l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc là, je vais vous demander de faire un effort d'abstraction. Et la molécule CO2, vous allez temporairement la couper en deux. Et là, donc, vous n'allez pas du tout tenir compte de ce qui se passe à droite du carbone central. Autrement dit, on va faire... On va prendre un autre exemple de molécule avec 3 atomes, H2O.
supposons que la règle soit par exemple chargée, je sais pas moi, positivement, eh bien les molécules d'eau vont s'orienter de sens, Pourquoi on privilégie cette notation? Parce que quand on écrit la formule des solides, on ne veut pas faire apparaître les charges. Or, vous le savez, en chimie, le chiffre 1 est toujours sous-entendu, d'où la notation NaCl. On met un petit S parfois en bas à droite pour rappeler qu'on a affaire à un solide. Attention, c'est pas une formule brute, le mot formule brute est uniquement réservé pour les molécules, on a bien affaire à ce qu'on appelle une formule statistique. Alors, je vous sens intrigué. Je sens que vous avez envie d'appliquer, de trouver la formule statistique d'un autre solide ionique. Alors, pas de défi, je vous rassure, mais une autre application, la fluorine. La fluorine, elle est faite d'ions calcium, Ca2+, et d'ions fluorure F-. Donc, le raisonnement pour trouver la formule statistique, c'est le même. Vous recensez d'abord les ions que vous avez, et vous cherchez les proportions pour pouvoir en déduire, pour pouvoir garantir l'électroneutralité du solide ionique. Donc en l'occurrence, ça va être un ion Ca2+, pour 2 ions F-, pour qu'il y ait autant de charge plus que de charge moins au final. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, les proportions, vous indiquez en bas à droite des symboles des éléments,
et vous effacez entre guillemets les charges. Donc ça va être CA1, F2, et puis je vous sais maintenant expert des notations en chimie. Le 1 étant implicite en chimie, on va donc écrire CaF2. Alors qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien on va retenir qu'un solide ionique est uniquement constitué d'anions et de cations, en proportion telle que le solide ionique est théoriquement neutre. Et j'aurais dû aussi rajouter qu'on a affaire à un empilement régulier, ordonné, structuré. Et quand on parle de solide ionique, c'est la même chose aussi que cristal ionique, mais ça, vous le saviez déjà. Alors, on va maintenant rentrer dans une autre dimension, entre guillemets, puisqu'on va parler maintenant des solides moléculaires. Deux types de molécules, les molécules polaires et apolaires. Commençons par les molécules polaires. Leur barissante des charges partielles positives et négatives ne coïncide pas. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Le barissante des charges négatives d'une molécule va être attiré par le barissante des charges partielles positives d'une autre molécule. Eh bien, cette interprétation, cette modélisation, on la doit à Van der Waals. Du coup, s'il y a attraction, on comprend bien qu'il y aura cohésion. Alors, Van der Waals, il y a un prix Nobel en 1910, c'est un prix Nobel de physique, pour ses travaux sur l'équation d'état des gaz et des liquides. Comment ça se passe quand on a affaire à des molécules apolaires? Alors, on peut faire un petit détour par un appareil qui est l'électroscope. L'électroscope, donc, c'est un ensemble avec un plateau, une tige verticale et puis donc un petit feuillet qui est aussi métallique, comme la tige verticale, mais sauf que ce petit feuillet métallique, lui, il est mobile, contrairement à la tige verticale. Ce que je vous propose de faire, c'est d'approcher de ce plateau une tige en plastique qu'on a frottée et donc qui va être chargée. Si on approche du plateau, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la petite feuille mobile métallique s'écarte de la tige fixe verticale. Alors on va proposer une modélisation, une interprétation. Eh bien regardez, on va supposer que la baguette, quand on l'a frottée, on lui a transféré des électrons, donc a été chargée négativement. En l'approchant du plateau, les électrons, donc ils étaient initialement uniformément répartis dans tout le système, eh bien à l'approche de ces charges négatives par influence, les électrons qui étaient par ici se sont déplacés en bas de la tige. Or, la tige verticale et la tige donc mobile étaient toutes les deux donc se retrouvent avec un excès de charge local, d'où une répulsion. Donc c'est par l'influence, j'ai envie de dire, ici de l'apport des charges négatives sur le support du bâton, qu'il y a eu un déplacement des charges dans le système, alors que ça reste électriquement neutre. Eh bien, on peut faire une analogie avec ce qui se passe, par exemple, on va commencer doucement, de deux atomes. Imaginons que si on rapproche deux atomes l'un de l'autre, eh bien, on peut avoir typiquement le noyau qui va, les charges des électrons vont par exemple se délocaliser préférentiellement vers le noyau, et ces électrons ainsi vont repousser les autres électrons du deuxième atome. On peut aussi étendre ça à un raisonnement au niveau des molécules. Cette fois, ça va être le nuage des électrons qui entourent les molécules qui vont être en interaction et donc se repousser. Alors, ces interactions-là, dites de Van der Waals, comment on peut les caractériser? D'abord, elles sont toujours attractives. C'est ce qui fait qu'elles ne sont pas à assimiler à des interactions de Coulomb, qui, elles, vous l'avez compris, peuvent être attractives ou répulsives, en fonction du signe des charges. Elles sont de courte portée, de l'ordre du nanomètre, ce qui est typiquement la taille des molécules. Elles sont peu intenses, en particulier par rapport à des liaisons covalentes, et elles sont temporaires. Autrement dit, c'est ça qu'il faut retenir à mon avis, même si on n'a pas compris tout ce qui précède, pour faire chic aux soirées de l'ambassadeur, dites la chose suivante: la cohésion des solides moléculaires peut être modélisée par les interactions de Van der Waals, qui sont des interactions électriques, à ne pas confondre, qui ne sont pas du même ordre, du même registre que les interactions de Coulomb, puisque les interactions de Van der Waals sont toujours attractives, et ce sont des interactions électriques qui concernent les nuages électroniques des molécules. Donc ça fait très chic de dire tout ça. Alors, une application très connue des interactions de Van der Waals, c'est bien sûr le GECO. Au bout des pattes du GECO, il y a des fils très très petits, de l'ordre de la taille d'une molécule, et ainsi ces fils-là vont rentrer en interaction avec les supports avec lesquels ils seront en contact, et les interactions en question seront des interactions de Van der Waals, donc des interactions attractives. C'est ce qui explique que le GECO peut se déplacer sur tout support sans tomber, que ce soit verticalement, même des supports verticaux, mais surtout tout support, c'est-à-dire y compris du verre. Donc ça, c'est un truc assez impressionnant. Donc ça, c'est grâce aux interactions de Van der Waals, qui sont donc des interactions attractives entre les petits fils, entre guillemets, des pattes du GECO et le support sur lequel le GECO se déplace. Alors, pour terminer,
on ne peut pas finir sans parler d'une des interactions de Van der Waals très connue et très intense, c'est la liaison hydrogène. Alors à quel moment a-t-on une liaison hydrogène? Bien si le portrait robot du décor. Il vous faut 2 molécules. La première, bien sûr, qui contient l'atome d'hydrogène, sinon le nom n'aurait pas trop de sens. Et cet atome d'hydrogène, il faut qu'il soit lié à un atome beaucoup plus électronégatif que lui. Pardon. Ainsi, on a une liaison polarisée. L'autre molécule en question, il lui faut un atome électronégatif, et cet atome, il lui faut un doublet non liant. Je vous rappelle que le doublet est une paire d'électrons. C'est ce qui explique qu'il y aura une attraction entre l'hydrogène et ce doublet non liant. Et cette attraction, cette interaction, on l'appelle liaison hydrogène. On met des pointillés parce que ce n'est pas une liaison covalente. D'accord, il faut bien avoir ça en tête. C'est bel et bien juste une interaction entre un atome d'hydrogène et un doublet non liant. Alors, comme elle fait partie des interactions de Van der Waals, la liaison hydrogène est toujours attractive. Elle est aussi de courte portée. C'est la plus intense des liaisons j'ai fait une faute de frappe, pardon, il faut le corriger bien sûr. C'est la plus intense des interactions de Van der Waals. Et elle est également temporaire. Donc ici, j'ai mis en mots le petit schéma qui précède, donc à vous de voir ce que vous préférez. Et puis bien sûr, une application très connue, c'est les molécules d'eau, tout simplement. Les molécules d'eau, c'est le top parce que c'est à la fois le statut de la première molécule de gauche et à la fois le statut de la molécule de droite. Je m'explique. La molécule d'eau présente un atome électronégatif, l'oxygène, et puis l'atome d'hydrogène. Donc on est typiquement dans la configuration de la molécule de gauche ici là, à H. Et puis la molécule d'eau, elle comporte un atome qui possède au moins un doublet non liant, en l'occurrence 2 pour l'atome d'oxygène. Donc on a des petites interactions comme ça, des petites liaisons d'hydrogène, qui vont expliquer la cohésion de l'eau, la stabilité de l'eau en tout cas, de la glace, donc de l'eau à l'état solide. Voilà, donc ceci met un terme à ce chapitre sur la cohésion des solides ioniques et moléculaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres cours de physique et de chimie.